Eh bien voilà, il a gagné, il est revenu. Sébastien Vettel, le champion du monde, le taureau rouge, qui a repris sa place, sa première place. Aujourd'hui, à Bahreïn. Alors mon cher Grégory, nous sommes avec Grégory Demoun cette fois, qui est particulièrement chargé de ce site f1i.com. Grégory, est-ce qu'on n'avait pas peut-être enterré un peu vite Vettel et Red Bull Racing après un début de saison qui avait plutôt tourné au désavantage des champions du monde? On les avait effectivement peut-être enterrés un peu trop vite, mais on s'apercevait les dimanches après-midi qu'ils étaient là en rythme de course et qu'il leur suffisait qu'une bonne qualif pour bien se positionner sur la grille de départ et faire une bonne course par la suite. Et c'est ce qu'a fait Sébastien Vettel aujourd'hui. C'est le 4e vainqueur d'un Grand Prix différent au début de saison. Il faut monter à 2003 pour retrouver 4 vainqueurs différents lors des 4 premiers Grands Prix de la saison. Il faut même remonter à la saison 1983. Les coups de chapeau quand même pour Vettel. Avoir... Enfin, il fait chaud là-dedans. Donc il faut même remonter à la saison 1983 pour avoir 4 vainqueurs différents avec 4 écuries différentes lors des 4 premiers Grands Prix. Alors c'est vrai que parce que 2003, on a eu 4 vainqueurs différents, mais souvenez-vous, il y avait eu ce Grand Prix du Brésil où entre Raikkonen et Fisichella, on ne savait pas très bien qui avait gagné, et puis Fisichella, on lui a donné la victoire 3 semaines après Imola. C'était un peu bancal. Et de toute façon, il y avait deux McLaren qui avaient gagné des Grands Prix. 83, non seulement on a 4 vainqueurs différents, alors je peux vous les citer, c'est Piquet sur la Brabham, et puis on a Watson sur McLaren à Long Beach, si je me souviens bien, Prost Renault, Patrick Tambay avec la Ferrari à Imola, victoire très, très émouvante. Et puis même on a un 5e vainqueur avec et une 5e écurie différente avec Keke Rosberg sur la Williams Honda à Monaco. Donc pour qu'on ait un 5e vainqueur cette année-ci, il faudrait que peut-être une autre écurie se mette en position de gagner, ce qui a été le cas à Bahreïn, Nicolas. Ah oui, alors là, moi j'ai cru que Raikkonen allait remporter la course. Parce que, alors ce qui est fascinant quand même, c'est de se dire qu'après 2 saisons, 2 ans hors des circuits, eh bien Kimi est toujours là. Il a réussi une très très belle course parce qu'il partait quand même de la 11e place et puis il est remonté. La seule réserve moi que j'ai sur la performance du Team Lotus, c'est plutôt dans la gestion de la stratégie. Je trouve que Raikkonen a passé quand même beaucoup de temps derrière Vettel, il était tout près. Alors lui-même a reconnu qu'il avait commis une petite erreur et qu'il aurait dû attaquer de l'autre côté. Mais je me demande si Lotus finalement n'aurait pas dû le faire rentrer un petit peu plus tôt et s'il n'a pas perdu un peu de temps derrière Vettel. Ou tout du moins faire rentrer un peu plus tôt Romain, profiter justement que Kimi se battait à l'avant avec Vettel et donner des nouveaux pneus à Romain pour qu'il puisse combler l'écart et essayer de mettre sous pression Vettel. J'ai l'impression que l'écart était peut-être un peu trop grand quand même avec Romain. Enfin, c'est quand même formidable d'avoir Romain Grosjean sur le podium, évidemment, et d'avoir un Français en 3e position. On va en reparler, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la résurrection de Red Bull. Nicolas, comment est-ce qu'on peut expliquer une hiérarchie qui change comme ça du tout au tout d'un week-end à l'autre par rapport à la Chine il y a 8 jours à peine? Alors ça, c'est vrai que c'est assez imprévisible, puisqu'on a commencé par une victoire McLaren, puis une victoire de Ferrari. Ensuite, un peu aidé par la météo. C'est vrai que celle d'Alonso en Malaisie, c'était un peu chanceux. Mais bon, Alonso, comme d'habitude, a réussi une très belle course. Puis une victoire de Rosberg, et puis maintenant une victoire de Red Bull. Alors il faut dire qu'entre la Chine et Bahreïn, les conditions climatiques étaient quand même assez différentes. Il y avait... je pense, une quinzaine de degrés au moins de différence sur la piste. Oui, ça m'a vraiment... Alors, pour expliquer cette espèce de jeu de yo-yo, on ne sait pas très bien qui va gagner, je pense qu'il y a il y a plusieurs facteurs. Mais je pense que malgré tout, l'interdiction du diffuseur soufflé a gêné Red Bull dans les premières courses, puisqu'ils avaient l'habitude de faire fonctionner une voiture avec ce dispositif-là. C'est eux qui l'avaient inventé. Et puis... ils ont mis le temps. Alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire même un comparatif pendant un week-end de Grand Prix en Chine entre 2 configurations. Ils se sont peut-être un peu égarés. En tout cas, Vettel s'est peut-être un peu égaré le week-end dernier en Chine, mais il avait l'air de dire que c'est grâce à ce... Tout à fait. Parce qu'on n'a pas d'essai. Quelque part, on a fait essai contre essai la semaine dernière, et c'est grâce à cela qu'il se retrouve devant cette fois-ci. Tout à fait. Et c'est quand même assez étonnant de voir qu'aussi Vettel a repris confiance et du coup il est repassé devant Weber
alors que jusqu'à présent, il avait été dominé par Weber aux essais et en course. Et là, Weber en course, on ne l'a pas vu, clairement. Maintenant, l'importance de la qualif et du départ, du premier tour, essentiel, Grégory. Les écarts sont tellement faibles entre les concurrents que voilà, ça se joue sur très peu de choses. La pole de Vettel, par exemple. Vettel a remporté ses victoires comme il les remporté l'année dernière, c'est-à-dire il réalise un très bon premier tour, il se met hors du portée du DRS pendant les 2 premiers et après il fait le droit vers la victoire. Et c'est vrai qu'il a même encore attaqué très fort au moment du dernier pit stop. Et pour mettre Kimi à 3 secondes, ce qui devenait quasiment impossible à combler, même si on avait un doute avec l'usure des pneus, parce que c'est vrai qu'en fin de course, c'était quand même chaud. Et là, on voit que quand même chez Lotus, ils ont un peu, ils ont retenu les leçons de l'échec du Grand Prix de Chine, où Raikkonen s'était finalement retrouvé en très mauvaise posture. Ils avaient gardé les pneus trop longtemps. Il s'était planté avec les pressions des pneus aussi, voilà. Donc ce qui explique que pourquoi la courbe de performance avait plongé en fin de course. C'était vrai pour Vettel également en Chine d'ailleurs. Bien, d'autres écuries évidemment sont passées complètement à côté de ce Grand Prix-ci. On pense à McLaren, qui était vraiment nulle part, à Mercedes, à Ferrari. Bon, Mercedes, Rosberg limite les dégâts. Rosberg limite les dégâts. Après le premier tour, il pointait aux environs de la 10e place. Finalement, il a récupéré 5 positions pour terminer à sa position de départ. Donc, c'est pas si mal. Au championnat, il occupe la 6e place, à seulement 18 points. Sébastien Vettel, je pense qu'il ne pouvait pas en espérer autant. On a 5 pilotes en 10 points et effectivement, Nico qui n'est pas très loin. McLaren, comment expliquer, Nicolas, que McLaren soit vraiment passé à côté de ce Grand Prix? Encore des erreurs dans les pit stops, voilà, une qualif pas... Le problème principal, et qui est un peu inhabituel chez McLaren, c'est d'être un peu brouillon comme ça pendant les pit stops. On se rappelle qu'au Grand Prix de Chine, Button avait perdu beaucoup de temps dans les pits. Ici, on a vu que Hamilton en perdait également. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est que pour une fois que McLaren prend plutôt un bon début de saison, alors qu'en les années précédentes, ils avaient plutôt raté leur début de saison et revenaient. Ici, on voit qu'ils avaient la meilleure voiture en début de campagne et que la voiture régresse presque, ou en tout cas, il y a des soucis, oui, essentiellement dans les pit stops. Mais même en course, ils ne sont pas non plus aussi faciles que lors des premiers Grands Prix. Alors, on a 3 semaines de break, là, Grégory. On sait qu'on va aller au Mugello pour les essais privés. Mais c'est là que maintenant, les teams, les top teams en tout cas, la course au développement, elle commence. Enfin, elle a déjà commencé. Mais c'est là qu'on va mettre un peu carte sur table. Les 3 jours du Mugello, c'est très important, je pense. Effectivement, c'est les seuls essais privés cette année durant la saison. Chaque équipe aura 3 jours à sa disposition, c'est les 3 seuls jours pour tester des évolutions afin de revenir dans le coup à l'entame de la saison européenne. Ferrari, nous, de grosses attentes sur ces évolutions. On est curieux de voir ça. Alors c'est curieux de voir aussi comment les équipes abordent ces 3 jours d'essai. On voit que McLaren, ils envoient leurs pilotes d'essai, alors que en développement, on se dit tiens, ça va être quand même la peine de, même si Parfait a beaucoup d'expérience, même si ils font beaucoup de simulateurs, mais quand même, cela dit, ça va donner un vrai break. Psychologiquement, peut-être que Lewis pourrait aller se ressourcer en Californie, ou Hamilton nous faire un triathlon Button nous faire un triathlon quelque part. Chez Renault, on sait qu'on va avoir Jérôme D'Ambrosio dans la Lotus, plutôt chez Lotus, comme on dit aujourd'hui, pour une journée, mais qu'on aura quand même Kimi et Romain aussi. Pour les 2 autres. Voilà. Alors franchement, Lotus, c'est la révélation quand même, une confirmation, mais révélation de ce Grand Prix de Bahreïn. Et on est en train de se dire que finalement, ce qui s'est produit en 83 avec 5 écuries différentes et 5 vainqueurs différents, eh bien, s'il y a une équipe qui est capable, peut-être à Barcelone, de brûler la politesse à tout le monde, c'est Lotus. Ils auraient peut-être même pu y parvenir ce dimanche en course. Lotus peut nourrir quelques regrets, car quand on compare les arrêts au stand, Kimi perd 3 secondes sur ses différents pit-stops par rapport à Vettel, et c'est à peu près l'écart qu'il y a à l'arrivée. Donc c'est vrai qu'il y a encore du boulot. Lotus prévoit des développements au niveau de ces arrêts au stand pour Barcelone afin de résorber l'écart
sur la concurrence et c'est un domaine dans lequel il doit s'améliorer. Ouais, pas seulement sur les pit stops, mais aussi sur les in-lap et out-lap. On sait que ça se joue sur quelques dixièmes, et des dixièmes qui peuvent être décisifs. Bon, le mot de la fin, c'est chapeau à Romain, hein, rendons à Grosjean ce qui est à César, puisqu'on avait un peu tapé dessus gentiment lors des premiers Grands Prix avec cette période de doute quand même si la performance était là, les vitesses étaient là. Et là, chapeau, il est sur le podium et il a vraiment fait son boulot, même si Raikkonen est passé devant, c'est plus sur des options stratégiques différentes. Voilà, écoutez, on reparlera de ça dans la deuxième partie de notre débriefing F1 ITV avec d'autres interlocuteurs, vous allez voir. Mais on est en tout cas ravis de participer avec vous et de répondre à vos réactions et à vos questions sur notre page Facebook f1i.com.